Bien avant que ne s'élèvent les pyramides d'Égypte, bien avant les colonnes grecques ou les routes tracées par les Romains, une autre histoire avait déjà commencé. La toute première grande civilisation de l'humanité vit le jour dans une terre généreuse, bordée de deux fleuves. Les anciens Grecs l'appelleraient plus tard Mésopotamie, ce qui signifie entre les fleuves. Là, entre le Tigre et l'Euphrate, des rivières nées des montagnes de l'actuelle Turquie et qui s'étirent jusqu'au golfe Persique. La vie prit une tournure nouvelle. C'est là que l'humain s'installa en ville pour la première fois, qu'il inventa l'écriture, établit des lois et leva les yeux vers le ciel, cherchant à comprendre sa place dans l'univers. Les bases de la vie urbaine et les premières règles du vivre ensemble sont nées sur cette bande de terre fertile. Ce voyage nous ramène plus de 12 000 ans en arrière, au moment où les premières communautés humaines se sont fixées à la fin de la dernière ère glaciaire, jusqu'à l'an 539 avant notre ère, lorsque Cyrus le Grand conquit Babylone, refermant un chapitre essentiel de notre passé. Des rois bâtirent des empires avec de simples briques de terre et des outils de bronze. Les scribes gravèrent des signes en forme de coins sur des tablettes d'argile. Les architectes élevèrent des temples vers le ciel, espérant toucher les dieux. Leurs mots, figés dans l'argile cuite, ont survécu bien plus longtemps que bien des pierres. La première page de la civilisation s'écrivait là, dans le croissant fertile, pendant que les glaces se retiraient et que l'humanité commençait à s'organiser. Autour du 10e millénaire avant notre ère, le climat se modifia. Les terres du sud-ouest asiatique devenaient plus chaudes, plus stables. Les groupes de chasseurs-cueilleurs, qui suivaient les saisons et les troupeaux depuis des générations, commencèrent à remarquer quelque chose de nouveau. Le blé sauvage et l'orge poussaient en abondance dans certaines zones. Alors, certains groupes décidèrent de rester plus longtemps au même endroit. Les premiers villages étaient composés de modestes huttes rondes faites de boue et de roseaux. Des sites comme Tel Murray ou Abu Huraira, en Syrie actuelle, révèlent les premiers signes d'un habitat permanent. On chassait encore, on cueillait des pistaches sauvages, mais la vie ne dépendait plus entièrement du rythme des saisons. Dans la vallée du Jourdain, un village alla encore plus loin, Jéricho. Considéré comme l'un des plus anciens établissements habités en continu, il commença à prendre forme il y a environ 11 000 ans. Ses habitants dressèrent des murs de pierre non seulement pour se loger, mais aussi pour se protéger. Ils construisirent des tours dont le mystère reste entier pour les archéologues. Plus au nord, en Anatolie, un autre lieu extraordinaire apparut, Çatalhöyük. Là, les maisons étaient si proches qu'il n'y avait pas de rue. On passait de toit en toit, comme dans une immense ruche d'argile. Mais le vrai bouleversement n'était pas dans l'architecture. Il se jouait dans les champs. Avec patience, ces communautés commencèrent à apprivoiser les plantes. Celles qui avaient des grains plus gros, plus faciles à récolter, étaient choisies. De génération en génération, l'herbe sauvage devint blé. La culture intentionnelle des aliments venait de commencer. Les animaux aussi changèrent. Les aurochs, ancêtres du bétail, furent domestiqués. Puis vinrent les moutons, les chèvres, les porcs. La chasse n'était plus la seule source de nourriture. Cette transformation, que l'on appelle révolution agricole, s'étendit lentement, mais profondément sur tout l'arc fertile, reliant le golfe Persique à la Méditerranée. Pour la première fois, l'humanité pouvait produire plus de nourriture qu'il n'en fallait pour survivre. Et avec cet excédent, une nouvelle possibilité apparut, la spécialisation. Certains se mirent à fabriquer de la poterie, à tisser, à créer des outils, à échanger leur savoir-faire contre des denrées. Le commerce était né, et avec lui de nouvelles formes d'organisation sociale. Vers le 6e millénaire avant notre ère, un autre tournant vit le jour, la céramique cuite. Jusqu'alors, les récipients étaient en pierre, en bois ou en fibre. Désormais, l'argile durcie offrait des contenants légers, solides, capables de conserver l'eau, les graines, les aliments. L'agriculture gagnait en efficacité. Les villages s'agrandissaient, surtout dans les plaines sèches entre les fleuves,
où l'eau de pluie manquait, mais les crues annuelles apportaient un limon riche, et les communautés apprirent à canaliser l'eau. C'est ainsi que l'irrigation naquit. Au 5e millénaire avant notre ère, ces villages devinrent de véritables bourgs dans ce que l'on nommera plus tard la Sumer. Des lieux comme Eridu ou Uruk, d'abord simples communautés agricoles, grandirent vite en véritables cités. Gérer l'eau demandait plus qu'un chef de famille. Il fallait organiser des travaux communs, construire des digues, entretenir les canaux. Des hiérarchies se formèrent. Ceux qui contrôlaient les réserves de grains obtenaient du pouvoir. Ceux qui interprétaient la volonté des dieux, encore davantage. C'est ainsi, lentement, que les premiers temples virent le jour. D'abord de simples autels en plein air, puis de véritables centres religieux, économiques et administratifs. C'est là que l'on stockait le grain, que l'on distribuait la nourriture, et que l'on célébrait des rituels pour garantir des récoltes abondantes. Les forces de la nature, imprévisibles, parfois violentes, furent perçues comme les manifestations du divin. L'eau, la sécheresse, les orages n'étaient plus de simples phénomènes. Ils devenaient les signes, les paroles même des dieux. Il fallait les comprendre, les apaiser et les honorer. Au cœur de cette lente transformation, l'argile devint le tout premier support de la mémoire humaine. Pas de papier, pas d'encre, mais des mains habiles laissèrent des marques dans des tablettes humides. Au début, il ne s'agissait que de petits objets d'argile, modelés pour représenter des quantités, une boule pour une brebis, un cône pour une jarre de céréales. Mais ces formes simples évoluèrent en symboles, puis en écriture. L'humanité venait d'inventer ce qui allait changer à jamais son destin. L'écriture. Les tout premiers mots de l'histoire n'étaient ni des prières ni des poèmes, mais des contes, des inventaires, des listes de biens, des mouvements de grains, des animaux échangés, de la céramique livrée. C'était la comptabilité du temple qui exigeait cette nouvelle langue, et avec elle, l'histoire écrite avait commencé. De ces pictogrammes naquit peu à peu un système plus abstrait, l'écriture cunéiforme nommée ainsi pour les petites encoches en forme de clous, imprimées dans l'argile à l'aide d'un calame taillé. Ce système ne servait plus seulement à enregistrer, mais aussi à transmettre des idées complexes, à partager du savoir, à préserver des mythes. Avec le temps, les tablettes contenaient des hymnes aux dieux, des traités médicaux, des catalogues d'étoiles, des recettes, des prières, des récits, des lois, et ainsi dans le silence des plaines inondées, la voix d'une civilisation commença à traverser les siècles. Dans ces premières cités sumériennes, le rythme de la vie tournait autour du temple. On y trouvait non seulement des prêtres, mais aussi des cuisiniers, des potiers, des tisserands, des paysans, des scribes. Ces villes n'étaient plus de simples agglomérations, elles formaient de véritables organismes vivants, structurés, organisés. On y distinguait des quartiers, des marchés, des lieux de culte, des ateliers, des entrepôts. L'une des plus anciennes cités du monde s'étendait déjà sur plus de 200 hectares et abritait des dizaines de milliers d'habitants. En son centre, un immense temple peint en blanc se dressait sur une plateforme surélevée, dominant les maisons. Ce n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi le cœur administratif et économique de la ville. Le temple était le cœur battant de la cité. Peu à peu, d'autres villes virent le jour. Eridu, considérée comme la plus ancienne, Lagash, Nippur, Kish ou Uma, toutes avec leurs divinités tutélaires, leurs temples, leurs palais, leurs dirigeants. Elles n'étaient pas les parties d'un même royaume, mais des cités-États indépendantes, parfois alliées, parfois rivales. Chaque ville possédait sa propre identité, son dieu, considéré comme le véritable souverain. Le roi humain n'en était que le représentant. Les temples accumulaient des richesses, possédaient des terres, distribuaient du travail. La société se hiérarchisa. Les artisans et les agriculteurs vivaient dans des maisons simples. Les nobles et les prêtres, dans de grandes demeures ornées. Les scribes, formés dès l'enfance dans les maisons des tablettes, constituaient une classe savante essentielle au bon fonctionnement de la cité.
La religion imprégnait tous les aspects de la vie. Les dieux sumériens n'étaient pas distants ni abstraits. Ils étaient puissants, animés d'émotions humaines, parfois capricieux, et il fallait les satisfaire par des offrandes, des rituels, des fêtes. Enlil, dieu du vent et des tempêtes, était craint et respecté. Enki, maître des eaux souterraines et de la sagesse, offrait conseil et protection. Inanna, déesse de l'amour et de la guerre, était célébrée avec ferveur. Chaque ville plaçait sa divinité au-dessus des autres, et souvent, les conflits entre cités étaient perçus aussi comme des conflits entre dieux. Le temps passa, et peu à peu, l'autorité des temples fut partagée, avec une nouvelle figure, le roi. Au départ, on nommait un Lugal, un grand homme, pour faire face à une crise, une guerre ou une inondation. Mais certains de ces chefs d'exception gardèrent le pouvoir. Ils l'institutionnalisèrent. C'est ainsi que naquirent les premières dynasties. Avec le temps, le roi devint plus qu'un meneur de guerre, une figure sacrée. Il n'était pas un dieu, mais se disait choisi par eux. Sa parole avait force de loi. Son palais devint un centre du pouvoir, parallèle au temple, avec ses propres scribes, ses réserves, ses fonctionnaires. À la fin du troisième millénaire avant notre ère, les réalisations de cette civilisation étaient impressionnantes. On tissait des étoffes raffinées, on fabriquait des outils de bronze, on commerçait avec des régions lointaines, l'Anatolie, la vallée de l'Indus, les rivages du golfe Persique, obsidienne, lapis-lazuli, coquillages, bois rares, tout trouvait sa place sur les marchés de Sumer. Les villes s'agrandirent, se fortifièrent, s'embellirent. Les constructions ne se faisaient plus uniquement en argile crue, mais aussi en briques cuites, plus résistantes. On bâtit des canaux, des ponts, de grandes places. La roue fut perfectionnée, non seulement pour les charrettes, mais aussi pour le tour du potier, rendant possible une poterie en série, précise et élégante. Et tandis que les objets et les bâtisses devenaient plus solides, les idées, elles aussi, gagnaient en permanence. C'est ainsi que naquirent la littérature et les mythes. Sur l'une des plus anciennes tablettes connues, on raconte l'histoire de Gilgamesh, roi d'Uruk. Après la mort de son ami Enkidu, il entreprend un long voyage à la recherche de l'immortalité. Il ne la trouve pas, mais au fil de son chemin, il découvre quelque chose de plus profond, que la vraie éternité réside dans les traces que l'on laisse, dans les villes que l'on bâtit, dans les récits que l'on transmet. Ce récit, considéré comme la toute première grande épopée de l'humanité, résonne encore aujourd'hui avec une force troublante. On y trouve des questions toujours actuelles. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Quel est le sens de la vie? Comment faisons-nous face à la mort? Mais tout n'était pas harmonie sur cette terre entre les fleuves. Avec la croissance des cités, vinrent aussi les tensions. Les villes rivalisaient pour les ressources, l'eau, les terres agricoles, les routes commerciales. Les conflits étaient fréquents. Souvent, ils finissaient par éclater en guerre. On levait des armées, on pillait des temples, on ravageait des récoltes. La prospérité côtoyait la violence. Et puis, au milieu de ce paysage fragmenté, une figure émergea, prête à bouleverser le cours de l'histoire. Sargon, roi d'Akkad. Depuis une ville du nord, non loin de l'actuel Bagdad, ce chef de langue sémitique lança une campagne de conquête qui allait donner naissance au tout premier empire de l'histoire. Mais cela, c'est une autre étape de notre voyage à travers la Mésopotamie, au nord des terres mésopotamiennes, loin des marais du sud et des murs blanchis d'Uruk. Une culture nouvelle se développait, à l'écart des anciennes cités-États, une culture cousine, mais différente. Ils parlaient une langue sémitique, et bien qu'ils aient adopté certaines traditions sumériennes, ils conservaient une identité propre. Dans ce paysage fertile de collines et de vallées, près de l'actuel Bagdad, une ville prit peu à peu de l'importance akkad. C'est de là que surgirait l'une des figures les plus marquantes de l'Antiquité. Sargon, son nom signifie « le roi légitime ». D'après les inscriptions qu'il fit graver lui-même, il était fils de jardinière et grandit en exerçant des tâches modestes. Une version postérieure
teintée de légende, raconte qu'il fut placé dans une corbeille et confié aux eaux d'un fleuve, sauvé miraculeusement, à l'image d'autres héros nés dans diverses civilisations. Mais au-delà du mythe, on sait que Sargon devint échanson du roi de Kish, l'une des grandes cités du Nord, et c'est depuis ce poste qu'il réussit, dans des circonstances encore obscures, à s'emparer du pouvoir. Sa vision, nouvelle pour son époque, ne se limitait pas à une seule ville. Il rêvait de toutes les unir sous une même autorité, et il y parvint. À partir de l'an 2334 avant notre ère, il lança une série de conquêtes qui le mena à vaincre Lugalzaj-Si, roi d'Uruk, qui lui-même tentait d'unifier la Sumer. La victoire de Sargon ne fut pas seulement militaire, ce fut un changement de paradigme. Pour la première fois, un seul homme régnait sur des dizaines de cités, du golfe Persique à la Méditerranée. Pour gouverner cet ensemble immense, Sargon mit en place un réseau de gouverneurs, souvent issus de sa propre famille. Il fit de l'akkadien la langue officielle de l'Empire, unifia les poids et mesures pour faciliter le commerce et la collecte d'impôts. Ce ne fut pas seulement la force qui assura son pouvoir, mais l'organisation. Il créa une armée permanente, nourrie à sa propre table selon les récits anciens. Cette armée lui permit de réprimer les révoltes, d'étendre son influence, mais aussi de diffuser idées, savoirs et innovations. Pendant des décennies, Sargon régna sur un territoire plus vaste que tout ce que l'on avait connu jusqu'alors. À sa mort, ses fils héritèrent de l'Empire. Ils durent affronter les tensions d'un pouvoir immense et diversifié. Langue, dieux, traditions. Parmi eux, son petit-fils, Naram-Sin, parvint à rétablir l'autorité impériale et à mener l'Empire à son apogée. Naram-Sin franchit un pas de plus dans la sacralisation du pouvoir. Il ne se contenta pas de se dire choisi par les dieux, il se fit représenter comme un dieu lui-même. Les inscriptions portaient le signe divin, les stèles le montraient plus grand que les autres, coiffé d'une couronne à cornes, symbole réservé aux divinités. Cette divinisation du roi révélait autant l'ambition de l'Empire que la nécessité de maintenir l'ordre dans une mosaïque si vaste. Mais cette grandeur portait en elle les graines de la chute. Gouverner un territoire aussi immense, avec les moyens de transport et de communication de l'époque, relevait de l'exploit. Les révoltes se multiplièrent, les peuples soumis résistaient à l'autorité centrale, les tensions internes s'aggravaient, et à l'est, une menace prenait forme. Les Goutis, peuple montagnard, commencèrent à envahir la région. Vers l'an 2154 avant notre ère, après des décennies d'instabilité, l'empire d'Akkad s'effondra. Les cités, un temps unifiées, redevinrent indépendantes. La grandeur d'Akkad s'était évanouie et un sentiment de perte plana sur les peuples qui avaient vécu sous son ombre. Mais si l'empire disparut, son idée ne s'effaça pas, l'idée d'un pouvoir central, d'une langue commune, d'une organisation impériale survécut dans la mémoire collective. Pendant des siècles, d'autres tentèrent de suivre ses traces. Tous, un jour, tournèrent les yeux vers Akkad comme vers une origine légendaire, et de cette mémoire allait surgir un nouveau rêve, un rêve ancien, pourtant renouvelé, car les Sumériens, que l'on croyait affaiblis, allaient connaître un ultime éclat. Au sud, dans la ville d'Ur, un homme nommé Ur-Nammu prit le pouvoir vers l'an 2100 avant notre ère. Avec lui débuta une période que les historiens nomment la Renaissance néo-sumérienne. Ur-Nammu n'était pas seulement un conquérant, il était aussi un bâtisseur et un législateur. On lui attribue l'un des plus anciens codes de loi jamais retrouvés, des règles inscrites en écriture cunéiforme, destinées à assurer l'ordre et la justice. Son code évoque les délits, les réparations, les peines. Il parle de veuves, d'orphelins, de serviteurs. On y lit l'effort d'une société pour encadrer la vie commune, pour contenir les abus du pouvoir, pour équilibrer droits et devoirs. Sous son règne, Ur devint un centre rayonnant. On y érigea des zigguras majestueuses, ces temples à étages qui dominaient les villes. On y célébra les anciens dieux, on y copia les anciens textes.
Mais ce n'était pas un simple retour au passé. La culture sumérienne, dans cette période, fusionna avec les apports acadiens. Langue, mythes, savoir, tout cela formait désormais un héritage partagé. Le fils d'Urnamu, Shulgi, poursuivit son œuvre avec énergie. Il se présenta comme un roi sage, fort et pieux. Il déclara avoir couru d'une ville à l'autre pour démontrer sa vigueur. Il fit rédiger des hymnes en son honneur, où il se comparait aux grands rois du passé. Sous son règne, l'administration fut renforcée. On codifia les poids, les mesures, les rations pour les ouvriers. On perfectionna le système des scribes. On traçait chaque déplacement, chaque récolte, chaque offrande. La société devint plus hiérarchisée, plus organisée, mais aussi plus rigide. Et comme dans tous les systèmes humains, ce qui fut d'abord un élan devint, peu à peu, une structure lourde. Après un siècle de splendeur, l'Empire dur s'affaiblit à son tour. Les anciennes rivalités refirent surface, les pressions extérieures s'intensifièrent, et les Élamites, venus de l'Est, envahirent. La ville fut prise, les temples furent pillés, le dernier roi fut capturé, et les tablettes mésopotamiennes racontent cet événement avec une rare émotion. Non pas une simple chronique militaire, mais un deuil, un cri, une lamentation. Les dieux avaient quitté la ville. Le peuple pleurait dans les rues. Les scribes inscrivaient sur l'argile non plus les lois, mais les chants de douleur. Contrairement à Sargon, Urnamu ne fonda pas son pouvoir sur l'épée, mais sur l'ordre, la loi et l'infrastructure. Il rédigea le premier code légal complet, dont nous ayons connaissance, antérieur même à celui d'Hammurabi. Ce code instaurait des amendes et des compensations, cherchait à protéger les veuves et les orphelins, régulait le commerce, la propriété et la violence. La dynastie dure, aussi appelée la troisième dynastie dure, fut une période de splendeur. Les temples se multiplièrent, l'architecture atteignit de nouveaux sommets, avec la construction de grands ziggourats, ces tours en terrasse, qui visaient à relier la terre au ciel. Le ziggourат dur, avec ses vastes escaliers et ses terrasses monumentales, dominait le paysage et symbolisait le lien entre le dieu Nana, la lune, et son peuple fidèle. L'État néo-sumérien fonctionnait avec une efficacité admirable. Des gouverneurs locaux rendaient compte au roi. Les ressources étaient collectées, stockées et redistribuées depuis des centres administratifs. Les scribes tenaient des registres détaillés de chaque transaction, chaque cargaison de grains, chaque naissance d'un animal. On organisait des recensements, on planifiait les campagnes agricoles, on régulait le travail. Ce n'était pas seulement un gouvernement, c'était une machine parfaitement huilée. Sous le règne de Shulgi, fils d'Urnamu, cette structure atteignit son apogée. Shulgi régna pendant 48 ans et se présenta comme un monarque sage, rapide à la course, pieux dans le culte et juste dans le jugement. On disait qu'il avait parcouru plus de 160 kilomètres en une seule journée, transportant des offrandes de temple en temple. Au-delà du mythe, la durée de son règne permit de consolider un modèle de gouvernement stable et centralisé. Et pourtant, comme souvent dans l'histoire mésopotamienne, les succès internes ne purent protéger l'État des pressions extérieures. La frontière orientale, là où commençaient les monts Zagros, ne fut jamais totalement pacifiée. Des groupes nomades et semi-nomades, attirés par la richesse des cités, commencèrent à s'infiltrer, à s'installer dans les zones périphériques, à contester l'autorité du centre. Parallèlement, les systèmes d'irrigation, qui avaient soutenu l'agriculture pendant des siècles, commencèrent à montrer des signes d'épuisement. La salinité des sols augmentait à chaque cycle d'arrosage, réduisant leur fertilité. Le climat semblait devenir plus imprévisible, et dans cet environnement tendu, les gouverneurs des provinces les plus éloignées commencèrent à agir avec plus d'autonomie, jusqu'à ce que certains cessent de reconnaître le pouvoir central. Finalement, aux alentours de l'an 2004 avant notre ère, la cité dure fut conquise par des peuples venus de l'actuel sud-ouest de l'Iran. Ils pillèrent ses temples, capturèrent son roi, marquant la fin d'une époque brillante. Les tablettes d'argile retrouvées racontent la douleur avec une voix sereine, mais déchirante, la ville profanée,
ses habitants dispersés, les dieux sans autel, le fleuve couvert de corps. Et pourtant, la culture qu'ils avaient bâtie ne se perdit pas. Leur langue, leur littérature, leurs lois et leur art demeurèrent vivants, adoptés par de nouvelles cités, adaptés par de nouveaux peuples. Car en Mésopotamie, chaque chute fut une graine d'un nouveau départ. Après la chute dure, la Mésopotamie ne sombra pas dans l'oubli. Elle ne fut pas non plus plongée dans un vide, comme une respiration lente et continue. À chaque expiration du pouvoir succédait une nouvelle inspiration d'énergie politique et culturelle. La terre fertile, entre les fleuves, ne pouvait rester endormie trop longtemps. Peu à peu, de nouvelles forces émergèrent, de nouveaux protagonistes se levèrent. Parmi eux, l'un des plus significatifs fut un groupe de peuples semi-nomades connus sous le nom d'Amorites, originaires des régions désertiques de l'Ouest, ce qui correspond aujourd'hui à la Syrie. Ces peuples avaient progressivement pénétré les terres les plus fertiles de Mésopotamie depuis des siècles. Au début, on les considérait comme des étrangers, des bergers sans attache, des gens des collines. Mais comme souvent dans l'histoire, les marges devinrent le centre. D'abord, les Amorites s'installèrent comme minorité au sein des cités, servant comme soldats, commerçants, parfois même comme fonctionnaires. Mais avec le temps, ils commencèrent à prendre le contrôle politique de certaines d'entre elles. Ils fondèrent des dynasties, adoptèrent les langues, les coutumes et les dieux locaux. Ils n'imposèrent pas une rupture, mais une continuité transformée. Dans cette nouvelle mosaïque de cités indépendantes, une en particulier passa d'un point presque insignifiant sur la carte à devenir le cœur d'un nouveau monde, Babylone située au centre de la vallée, sur l'Euphrate. Babylone n'était au départ qu'une ville modeste, mais tout changea en l'an 1792 avant notre ère, lorsqu'un nouveau roi monta sur le trône. Son nom était Hammurabi. Sous son règne, qui dura plus de 40 ans, Babylone cessa d'être une cité secondaire pour devenir le cœur battant d'une nouvelle ère mésopotamienne. Hammurabi n'était pas seulement un guerrier, il était stratège, administrateur, réformateur et visionnaire. Durant les premières années de son règne, il consolida le pouvoir interne de la ville, fortifia ses murailles, agrandit ses canaux, restaura ses temples et renforça les alliances avec les cités voisines. Il ne se précipita pas dans ses conquêtes. Il sut attendre, il sut observer, et lorsque le moment fut venu, il agit. Une à une, les grandes puissances de la région tombèrent sous son autorité. Uruk, Larsa, Eshnunna, Mari, toutes furent absorbées, non par un simple acte de guerre, mais grâce à une combinaison de diplomatie, de conflits, de pactes rompus et de promesses tenues. Hammurabi ne détruisit pas la structure urbaine de la Mésopotamie. Il la réorganisa sous une nouvelle bannière, mais son héritage le plus durable ne fut pas son empire, qui se fragmenterait relativement vite après sa mort. Mais c'est surtout son code juridique qui marqua l'histoire. Le code d'Hammurabi est l'un des documents les plus fascinants et anciens que l'humanité conserve, gravé sur une stèle de plus de 2 mètres de haut, surmonté d'une image du roi recevant la loi des mains du dieu Shamash. Ce texte renferme près de 300 dispositions régulant tous les aspects de la vie. Le commerce, la famille, la propriété, les punitions, les héritages, les contrats. Ce n'était pas une loi égalitaire. Les sanctions variaient selon le statut social des personnes impliquées. Un crime commis par un noble pouvait entraîner des conséquences très différentes de celles encourues par un esclave. Pourtant, une logique sous-jacente s'y révèle, une volonté d'ordre, de justice proportionnée, de prévention des abus, de clarté dans les règles, afin que le fort n'opprime pas le faible. Dans l'introduction du Code, Hammurabi se présente comme un berger, un serviteur choisi par les dieux pour protéger son peuple. À une époque où le pouvoir se légitimait souvent par la force, cette affirmation d'un rôle protecteur envers les plus vulnérables marque un tournant, idéalisé, certes, mais révélateur d'une conception émergente du leadership. En plus d'être législateur, Hammurabi fut un organisateur méticuleux. On a retrouvé des lettres qu'il adressait à ses gouverneurs,
dans lesquels il donnait des instructions précises sur toutes sortes de sujets: la distribution des rations, le comportement des juges, l'administration des temples. Il ne déléguait pas à l'aveugle, il s'impliquait, exigeait des rapports, punissait la corruption. Son gouvernement ne fut pas simplement un exercice de pouvoir, mais une véritable leçon de gestion bureaucratique. Sur le plan religieux, Hammurabi éleva la divinité locale de Babylone, Marduk, au sommet du panthéon mésopotamien. Pendant des siècles, des dieux comme Enlil ou Anu avaient occupé les plus hautes sphères de la hiérarchie divine. Hammurabi bouleversa cet ordre. Dans ses textes, Marduk devient le roi des dieux, le créateur de l'univers, le défenseur de l'ordre. Il ne s'agissait pas seulement d'unifier des villes, mais aussi des croyances, des traditions, des rituels. Une fois encore, la religion devenait un outil puissant de cohésion politique. Sous son règne, Babylone connut une période de prospérité. Ses rues s'animèrent de commerçants, d'artisans, de prêtres et de soldats. Les canaux irriguaient les champs, les marchés regorgeaient de produits venus d'Inde, du golfe Persique ou d'Anatolie. C'était un âge d'or, mais comme tant d'autres avant lui, ce cycle prit fin. À la mort d'Hammurabi, vers 1750 avant notre ère, ses successeurs ne parvinrent pas à maintenir l'équilibre qu'il avait établi. Des révoltes éclatèrent, de nouvelles puissances commencèrent à contester l'autorité de Babylone, et peu à peu, le contrôle territorial s'effrita. Pourtant, la cité elle-même, son symbole, son idée s'étaient profondément enracinés dans l'imaginaire mésopotamien. Pendant des siècles, même lorsque le pouvoir réel de Babylone déclinait, son nom continuait d'inspirer le respect. Son statut de centre culturel, spirituel et symbolique demeurait. Plus qu'un royaume, c'était un mythe qui était né. Après l'éclatement de l'empire d'Hammurabi, Babylone entra dans une longue période d'instabilité. Le pouvoir central s'affaiblit, les cités s'éloignèrent les unes des autres, et de nouveaux ennemis commencèrent à rôder aux frontières du monde mésopotamien. Ce ne fut pas une chute brutale, mais un lent glissement, presque imperceptible vers la dispersion de l'ordre qui avait soutenu l'hégémonie babylonienne. Durant ces siècles de transition, différentes dynasties tentèrent de rendre à Babylone sa gloire passée, sans jamais parvenir à instaurer une domination durable sur l'ensemble de la région. Pourtant, la ville demeura vivante. Dans ses temples, les lampes brûlaient encore. Dans ses écoles, on copiait toujours les textes anciens. Dans ses rues, résonnaient encore des langues variées et s'échangeaient des marchandises venues de terres lointaines. L'essence de Babylone, au-delà de sa puissance militaire, survivait à travers sa culture. Vers 1595 avant notre ère, une nouvelle menace arriva de l'ouest. Les Hittites, un peuple guerrier originaire d'Anatolie, descendirent sur la Mésopotamie lors d'une campagne éclair. Le roi, Mursili Ier, pilia Babylone, emportant avec lui des trésors et des statues sacrées, y compris, selon certains récits, l'idole de Marduk. Ce fut une blessure profonde, plus symbolique que stratégique, mais qui marqua la fin de la dynastie amorite. Après leur retrait, un autre groupe entra en scène, les Kassites. On sait peu de choses sur leurs origines exactes. Certains les relient aux montagnes du Zagros, d'autres à des régions encore plus à l'est. Ce qui est sûr, c'est que dans le vide de pouvoir laissé par les Hittites, les Kassites parvinrent à s'installer à Babylone et à établir une nouvelle dynastie qui allait durer près de 4 siècles. Leur arrivée ne fut pas brutale, mais progressive. Une fois installés, ils s'intégrèrent remarquablement à la tradition mésopotamienne. Ils adoptèrent la langue akkadienne, reconstruisirent les temples endommagés, restaurèrent les fêtes religieuses et manifestèrent un profond respect pour l'héritage babylonien. En réalité, sous leur règne, Babylone connut l'une des périodes les plus longues de stabilité de toute son histoire. Ce fut un temps de reconstruction, d'adaptation, de continuité silencieuse. Loin des conquêtes d'Hammurabi, les rois kassites se concentrèrent sur le renforcement de l'administration, la réorganisation du territoire et la relance du commerce. Babylone refleurit comme centre économique et culturel. Ce ne fut pas une renaissance spectaculaire, mais discrète, profonde, soutenue. La culture atteignit un niveau de raffinement remarquable. Les écoles de scribes,
appelés égales, prospérèrent. Là, des générations de jeunes apprenaient à lire et à écrire en cunéiforme, non seulement en akkadien, mais aussi en sumérien, langue qui, bien que n'étant plus parlée, restait celle du savoir et des rituels. Les étudiants recopiaient d'anciens mythes, des listes de rois, des traités médicaux et des textes juridiques, conservant ainsi une mémoire historique d'une valeur inestimable. L'astronomie connut également un essor remarquable. Les prêtres astronomes commencèrent à observer le ciel avec une précision croissante. Ils notaient les mouvements des planètes, les phases de la Lune, les éclipses. Ils le faisaient en partie pour des raisons religieuses, cherchant à interpréter les signes que les dieux laissaient dans la voûte céleste. Mais peu à peu, cette observation accumulée posa les fondations d'une science plus systématique. Les Kassites encouragèrent également l'art. À cette époque, les sceaux cylindriques, de petits cylindres gravés servant à imprimer des images sur l'argile, atteignirent un niveau de détail extraordinaire. Les thèmes représentés étaient variés, scènes mythologiques, banquets, processions rituelles. Chaque sceau était une œuvre d'art miniature, une narration sculptée dans la pierre. Sur le plan politique, les Kassites menèrent une politique étrangère relativement pacifique. Ils établirent des relations diplomatiques avec l'Égypte, Mitanni et l'Empire hittite. Les lettres retrouvées dans les ruines d'El-Amarna, en Égypte, nous dévoilent un monde de rois qui se traitaient en égaux, échangeaient des cadeaux, des filles en mariage et des messages soigneusement rédigés. Cet équilibre diplomatique engendra une ère de stabilité régionale sans précédent. Et pourtant, rien n'est éternel. Vers la fin du XIe siècle avant notre ère, l'ordre international commença à se fissurer. L'équilibre qui soutenait les grandes puissances du Proche-Orient ancien s'effondra sous le poids de multiples tensions, migrations, changements climatiques, conflits internes. Ce qui s'annonçait était l'une des plus profondes crises de l'histoire ancienne, l'effondrement de l'âge du bronze. Pour la Mésopotamie, la fin de l'ère kassite arriva sous forme d'invasion. Depuis l'Est, des peuples originaires de l'actuel sud-ouest de l'Iran lancèrent des campagnes dévastatrices contre Babylone, vers l'an 1155 avant notre ère. Le roi élamite Shetrukhnakhonte pilla la ville, emportant avec lui non seulement des richesses, mais aussi des symboles sacrés, comme la stèle du code d'Hammurabi. Cette attaque ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut un choc psychologique. La chute des Kassites marqua la fin d'une époque de continuité et donna lieu à une période plus tourmentée, où le pouvoir changeait plus fréquemment de main et où les guerres devenaient plus nombreuses. Mais même dans ces moments de crise, la culture babylonienne ne disparut pas. Elle persista comme une flamme allumée au plus profond du temple, attendant d'être ravivée. Après l'effondrement de la dynastie kassite, la Mésopotamie entra dans un nouveau chapitre, caractérisé par l'instabilité et la fragmentation, mais aussi par des tentatives de renouveau. Les cités-États, qui n'avaient jamais cessé d'être des centres culturels et religieux, commencèrent à réaffirmer leur autonomie. Dans cette période de vide du pouvoir, une nouvelle lignée de rois babyloniens émergea depuis le sud, la seconde dynastie d'Isin. Cette dynastie, qui tirait son nom de l'ancienne cité sumérienne d'Isin, chercha à restaurer la gloire perdue de Babylone. Bien qu'elle n'ait jamais atteint l'étendue territoriale, ni la puissance des Kassites ou de Hammurabi, ses réalisations furent notables. Elle rétablit les fêtes religieuses, répara des temples abandonnés et mena des campagnes militaires pour défendre les frontières contre les attaques persistantes des Élamites. L'un des souverains les plus remarquables de cette dynastie fut Nabuchodonosor Ier, qui régna vers la fin du XIe siècle avant notre ère. Il ne faut pas le confondre avec son homonyme, bien plus célèbre, des siècles suivants. Pourtant, son règne joua un rôle fondamental dans la restauration de la fierté babylonienne. Sous son commandement, une offensive fut lancée contre les Élams, qui se solda par une victoire mémorable. Les armées babyloniennes récupérèrent la stèle de Marduk,
la statue du dieu emportée comme butin par les envahisseurs. Cet événement fut célébré avec ferveur dans toute la Babylonie. Le retour de Marduk ne représentait pas seulement un triomphe militaire, mais aussi une restauration symbolique de l'ordre cosmique. Le dieu retrouvait son temple, et avec lui, l'équilibre entre le divin et l'humain. Des festivités furent organisées, des hymnes composés, et la liturgie, qui liait le destin de la cité à la volonté des dieux, retrouva sa vigueur. Durant cette période, l'écriture cunéiforme resta un outil fondamental du savoir. Bien qu'ancienne et complexe, elle demeurait le vecteur privilégié pour consigner tout, des traités diplomatiques et contrats commerciaux aux recettes médicinales, observations astronomiques et récits mythiques. Sur des tablettes d'argile soigneusement cuites, les scribes préservaient un héritage intellectuel transmis depuis plus de 2000 ans. L'astronomie poursuivait son évolution. Depuis les terrasses des temples, les prêtres scrutaient encore les cieux, notant les phénomènes avec une précision qui continue de nous émerveiller aujourd'hui. Leur registre détaillait les éclipses lunaires, les conjonctions planétaires, l'apparition des comètes. Ils ne le faisaient pas uniquement par curiosité scientifique, mais par une conviction profonde. Les dieux parlaient à travers le firmament. C'est également à cette époque que l'on commence à percevoir un changement dans le ton de la littérature religieuse. Aux hymnes et mythes traditionnels s'ajoutent des textes empreints de réflexion sur la souffrance, l'injustice et le silence des dieux. Des œuvres comme celle du juste souffrant, que certains comparent à un Job babylonien, posent des questions universelles. Pourquoi les innocents souffrent-ils ? Pourquoi les dieux semblent-ils punir ceux qui les honorent ? Ces interrogations révèlent une pensée mûre, introspective, profondément humaine. Pendant ce temps, au nord de la Mésopotamie, une nouvelle puissance commençait à émerger. Les Assyriens, longtemps un peuple commerçant centré autour de la ville d'Assur, commençaient à nourrir des ambitions impériales. Profitant de la faiblesse de Babylone et de ses voisins, les rois assyriens étendirent peu à peu leur emprise, d'abord sur les terres hautes environnantes, puis jusque dans le cœur même du sud mésopotamien. La transformation de la Syrie, d'une cité marchande en un empire militaire, fut rapide, délibérée et implacable. Des rois, comme Adad-Nirari et Salmanasar, lancèrent des campagnes qui ne visaient pas seulement le tribut ou le contrôle des routes commerciales, mais l'incorporation directe de territoires à un système centralisé, efficace et souvent brutal. Ainsi émergeait un nouvel acteur, qui dans les décennies à venir allait bouleverser à jamais l'équilibre des forces dans l'ancien Proche-Orient. Et pourtant, au cœur de cette tension croissante, Babylone ne disparut pas. Blessée, mais fière, elle demeurait un centre spirituel, culturel et symbolique. Ses temples gardaient vivante la mémoire des dieux millénaires. Ses scribes copiaient et recopiaient les textes sacrés. Son peuple regardait le passé avec révérence et l'avenir avec une espérance silencieuse. Le monde mésopotamien changeait. De nouveaux empires prenaient forme. De nouvelles menaces se dessinaient à l'horizon. Mais sur les rives de l'Euphrate, à l'ombre des vieux zigguras, battait encore une promesse ancienne, celle que le savoir, la foi et la mémoire pouvaient survivre même à la fureur du temps. L'ascension de l'empire assyrien ne fut pas simplement l'émergence d'une nouvelle puissance militaire, elle représenta une reconfiguration totale du paysage politique de la Mésopotamie et de ses régions voisines. Les Assyriens ne se contentaient pas de conquérir, ils redessinaient. Partout où ils allaient, ils instauraient une administration rigoureuse, imposaient l'araméen comme langue commune et remplaçaient les structures locales par des gouverneurs loyaux au roi de Ninive. Leur modèle était clair, un contrôle absolu depuis le trône, sans place pour l'ambiguïté. Cette approche contrastait avec celle de Babylone, qui pendant des siècles avait misé sur un réseau d'alliances, de mariages diplomatiques et de respect des traditions locales. Pour les Assyriens, au contraire, l'unité se forgeait par la force, une force qu'ils n'hésitaient pas à montrer de manière brutale et explicite. Les bas-reliefs de leur palais montrent, avec une précision terrifiante, les conséquences de la résistance, ville mise à sac, prisonniers enchaînés, punitions publiques. Ce n'était pas simplement une répression, c'était un spectacle, un avertissement adressé à tous. Mais ce régime de terreur ne reposait pas uniquement sur la violence,
Il s'appuyait également sur une infrastructure sans précédent. Les Assyriens mirent en place l'un des réseaux administratifs les plus efficaces de l'Antiquité. Des confins de l'Empire jusqu'à la capitale, circulaient rapports, messages et ordres grâce à un système de relais, de chevauffeurs et de routes protégées. En quelques jours à peine, une décision royale pouvait être appliquée à des centaines de kilomètres de distance. Pendant ce temps, dans les temples de Babylone, les prêtres poursuivaient les anciens rituels, le calendrier sacré, les fêtes saisonnières, les chants aux dieux. Tout se déroulait comme si rien n'avait changé. Car, en un sens, le temps pour les Babyloniens était cyclique. Les empires pouvaient s'élever ou s'effondrer, mais les astres continuaient leur course. Marduk présidait toujours au destin du monde, et Babylone, bien que soumise, se considérait encore comme le centre spirituel de l'univers. Les tensions entre l'Assyrie et Babylone, bien que fréquentes, n'étaient pas toujours ouvertes. Souvent, les rois assyriens faisaient preuve de respect envers les traditions babyloniennes. Certains allaient jusqu'à se faire couronner roi de Babylone sous un autre nom, adoptant les rituels et cérémonies propres au trône du Sud. Cette dualité révèle une vérité inconfortable pour les conquérants. Malgré leur puissance militaire, la légitimité culturelle demeurait dans les vieilles cités du Sud. Et pourtant, les braises de la rébellion ne s'éteignaient jamais tout à fait. Babylone, fière et indocile, mena plusieurs soulèvements durant la domination assyrienne. Certains furent rapidement étouffés. D'autres, comme celui dirigé par un prêtre nommé Marduk-apla-iddina, parvinrent à menacer la capitale même de l'Empire. Ces épisodes révélaient une fissure profonde. Un empire peut contrôler les corps, mais il ne conquiert pas toujours les âmes. À cette époque, la production culturelle connut un nouvel élan. Les anciens textes sumériens et akkadiens n'étaient pas seulement recopiés, on les réinterprétait, les commentait, les adaptait au présent. Des écoles de scribes maintenaient la tradition vivante, enseignant aux nouvelles générations les signes cunéiformes complexes, les formules juridiques, les incantations magiques, les traités médicaux. La ville, bien que soumise, demeurait un foyer intellectuel vibrant. L'astronomie en particulier atteignit de nouveaux sommets. Les astronomes babyloniens enregistraient avec une précision étonnante les mouvements des planètes, établissaient des cycles, prédisaient les éclipses. Tout cela restait inscrit dans une vision religieuse du monde, mais commençait peu à peu à prendre une teinte plus empirique, presque scientifique. Ces données seraient, des siècles plus tard, reprises par les astronomes grecs et arabes, une chaîne de savoir traversant les millénaires. Sur le plan social, la population de Babylone vivait dans un équilibre précaire. La majorité était composée d'agriculteurs et d'artisans, dépendant des canaux pour irriguer les champs et des temples pour organiser la vie communautaire. Les marchands, quant à eux, entretenaient des réseaux qui s'étendaient jusqu'au golfe Persique, au Levant et aux hautes terres iraniennes. Même sous domination assyrienne, Babylone restait un nœud essentiel dans l'économie du Proche-Orient ancien. Pourtant, la pression constante des impôts, les réquisitions de produits et de main-d'œuvre imposées par le gouvernement impérial, ainsi que les conflits armés récurrents, érodaient peu à peu la vitalité de la région. Au fil des siècles, la tension accumulée devint insoutenable. Le prestige de Babylone n'avait pas disparu, mais ses jours comme centre indépendant de pouvoir étaient comptés. Et pendant ce temps, au sommet des terrasses étagées des ziggourats, les prêtres continuaient d'observer le ciel. Ils attendaient des signes, scrutaient les astres à la recherche d'une promesse de changement, car en Mésopotamie, même dans les heures les plus sombres, ne disparaissait jamais la conviction que le destin pouvait basculer, que les dieux, dans leur justice mystérieuse, redonneraient un jour à Babylone sa place parmi les étoiles. Après des siècles de domination et de résistance, l'équilibre entre les anciennes cités mésopotamiennes commençait une fois encore à basculer. À l'horizon, une nouvelle puissance émergeait avec une force irrésistible, l'empire néo-babylonien. Cette renaissance ne fut pas une simple restauration politique,
mais un véritable effort pour raviver l'âme d'une civilisation qui refusait de s'éteindre. L'ascension de Nabopolassar, un chef d'origine chaldéenne, marqua le début de cette nouvelle ère. Avec une vision claire et une détermination sans faille, il réussit à rallier les Babyloniens mécontents, à forger des alliances décisives notamment avec les Mèdes, et à affronter un puissant mais vacillant empire assyrien. La chute de Ninive, en 612 avant notre ère, après un siège brutal, ne représenta pas seulement la fin d'une époque, mais aussi le commencement d'une autre. Babylone, la cité éternelle, redevenait le cœur de la Mésopotamie. Avec Nabuchodonosor II, fils de Nabopolassar, le rayonnement de Babylone atteindrait son apogée. Son règne, long de plus de 40 années, fut l'un des plus influents de toute l'Antiquité. Il ne se contenta pas de consolider les frontières du nouvel empire par des campagnes militaires décisives, il transforma également la ville en un symbole presque mythique de puissance, de beauté et de sagesse. Les murailles entourant Babylone sous son règne étaient si colossales que les chroniques affirmaient que plusieurs chars pouvaient y circuler côte à côte sans se toucher. Ces fortifications, en plus de protéger la ville, étaient une véritable déclaration de grandeur. À l'intérieur, de larges avenues parfaitement tracées reliaient temples, palais, jardins et quartiers où vivaient marchands, scribes, artisans, prêtres et nobles. Le temple de Marduk, dieu tutélaire de la ville, fut agrandi et embelli jusqu'à devenir un véritable centre religieux, politique et astronomique. En son sein se trouvaient non seulement des statues sacrées, mais aussi des tablettes d'argile renfermant des siècles de savoir, hymnes, rituels, traités scientifiques et observations célestes. À Babylone, science et spiritualité n'étaient pas des concepts opposés, mais des aspects complémentaires d'une même quête, comprendre l'ordre de l'univers. Parmi les constructions les plus légendaires de cette époque se trouvait le ziggurat d'Etemananki, une immense tour à degrés que certains croient avoir inspiré le récit biblique de la tour de Babel. Ce monument n'était pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un symbole d'élévation spirituelle. Chaque niveau rapprochait le visiteur du ciel, des dieux, du mystère. Et bien que son existence concrète fasse encore débat, la renommée des jardins suspendus, également attribuée à Nabuchodonosor, a nourri pendant des siècles l'imaginaire des voyageurs, des historiens et des poètes. On disait qu'ils avaient été construits pour une épouse d'origine mède nostalgique des paysages verdoyants de sa terre natale. Des terrasses couvertes de végétation, des arbres exotiques, des cascades et un ingénieux système d'irrigation faisaient de ce jardin un oasis suspendu dans les airs. Réel ou mythique, ces jardins évoquent à eux seuls la capacité des Mésopotamiens à lier ingénierie, sensibilité et pouvoir dans une œuvre unique. Au-delà de l'architecture et de la religion, l'empire néo-babylonien était aussi un centre économique vibrant. Les archives de l'époque révèlent un système commercial complexe, avec prêts, contrats, impôts et associations. Les routes terrestres et fluviales reliaient Babylone à l'Anatolie, à la Perse, à l'Arabie, à l'Égypte et à la Méditerranée, en faisant un nœud central d'échange de biens et de savoirs. Et au cœur de tout cela, la culture continuait de s'épanouir. Les écoles de scribes enseignaient l'art de la cunéiforme, une tâche exigeante nécessitant des années de discipline, mais qui ouvrait les portes à une vie de prestige et de responsabilité. Les textes littéraires étaient copiés et recopiés, adaptés au temps nouveau, conservant la mémoire des anciens rois, des dieux, des épopées, des mythes et des lois. Cette renaissance fut aussi une tentative, consciente ou non, de résister à l'oubli. Dans une région si souvent conquise, ravagée et reconstruite, le peuple babylonien semblait comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans les armes ou la richesse, mais dans la capacité à maintenir vivante son identité. À travers leurs temples, leurs écrits, leurs observatoires et leurs fêtes religieuses, ils tissaient un pont entre un passé glorieux et un présent agité. Mais comme dans tous les cycles de l'histoire mésopotamienne, cette splendeur n'était pas destinée à durer éternellement. Même si Babylone vivait l'un de ses moments les plus brillants, à l'est, les Perses commençaient à s'étendre sous la direction d'un homme qui allait bouleverser à jamais le destin de la région, Cyrus le Grand. Et ainsi, tandis que les temples résonnaient encore des chants dédiés à Marduk et que les étoiles continuaient d'être observées depuis les hautes terrasses, une nouvelle transformation s'annonçait. Une fois de plus, les destins des dieux, des hommes et des rois allaient se croiser dans l'immense plaine entre les fleuves,
Alors que l'empire néo-babylonien entrait dans ses dernières décennies, la stabilité qui l'avait caractérisé commençait à se fissurer de l'intérieur. La mort de Nabuchodonosor II laissa un vide difficile à combler. Son fils Amel-Marduk, connu également sous le nom d'Egil-Merodach dans certaines sources, ne possédait ni le charisme ni les talents administratifs de son père. Son règne bref suffit à exposer la fragilité d'une structure trop centralisée autour d'un seul grand roi. Le pouvoir fut rapidement disputé. Les années suivantes virent défiler une succession de souverains dont l'ascension fut marquée davantage par des intrigues de palais que par de réels mérites. Parmi eux se distingue Nabonide, une figure énigmatique qui a fasciné autant les historiens que les théologiens. Son règne est l'un des plus commentés, non pour ses exploits militaires ou architecturaux, mais pour son comportement politique et religieux inhabituel. Nabonide rompit avec des traditions profondément enracinées en promouvant le culte du dieu lunaire Sin, au détriment du tout-puissant Marduk, patron de Babylone. Ce geste fut perçu par beaucoup comme une hérésie, un déséquilibre cosmique, car le bien-être de l'Empire était intimement lié à la faveur divine. L'exclusion de Marduk des rituels majeurs, en particulier du festival essentiel de l'Akitu, fut considérée non seulement comme une offense aux dieux, mais comme une menace à la continuité de l'ordre universel. Plus déconcertant encore fut son absence prolongée du trône. Pendant près d'une décennie, Nabonide se retira dans la cité-oasis de Taïma, au nord de l'Arabie. Les raisons de cette décision demeurent débattues. Motifs religieux, maladie, tensions internes. Quoi qu'il en soit, son retrait laissa son jeune fils Belshazzar comme régent à Babylone, une situation anormale qui accentua encore davantage l'instabilité du royaume. Pendant ce temps, dans les hautes terres d'Iran, une nouvelle puissance grandissait avec rapidité et détermination. Cyrus Ier, connu sous le nom de Cyrus le Grand, menait un processus d'unification des peuples perses et Mèdes qui allait faire de lui l'un des conquérants les plus marquants de l'histoire. Son approche différait de celle de nombreux de ses prédécesseurs. Il alliait la compétence militaire à une politique de respect envers les cultures conquises, une stratégie qui lui valait des alliés, là où d'autres ne récoltaient que résistance. Lorsque les troupes perses atteignirent les frontières de l'Empire babylonien en 539 avant notre ère, elles ne trouvèrent pas une nation forte et unie, mais un territoire divisé, des élites en conflit et un peuple désabusé. Quelques forteresses opposèrent une résistance, mais beaucoup se rendirent sans combattre, espérant peut-être qu'un changement de leadership ramènerait l'équilibre perdu. La prise de Babylone, l'un des événements les plus symboliques de l'Antiquité, ne fut pas une bataille épique, mais une opération magistralement orchestrée. Les chroniques babyloniennes et les récits perses s'accordent à dire que la ville fut capturée sans effusion de sang significative. On raconte que les ingénieurs de Cyrus détournèrent le cours de l'Euphrate, permettant à son armée d'entrer par des canaux et des portes peu défendues. L'image d'une ville conquise sans combat, préservée dans son intégralité, tranchait radicalement avec les chutes violentes de Ninive ou d'Assur. Cyrus entra dans Babylone, non comme un envahisseur, mais comme un restaurateur. Il fut accueilli en libérateur, non seulement par les prêtres de Marduk, qui voyaient en lui un roi juste ramenant l'équilibre sacré, mais aussi par de nombreux citoyens, aspirant à une nouvelle ère d'ordre. Dans ses inscriptions, notamment sur le célèbre cylindre de Cyrus, le souverain se présente comme choisi par Marduk pour restaurer l'ordre divin et libérer les peuples opprimés. Parmi ses gestes les plus célèbres figure l'autorisation donnée aux exilés juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple, un acte qui lui valut une place particulière dans la mémoire de ce peuple, et même le titre d'oint du Seigneur dans certains textes bibliques. Avec ce changement de pouvoir s'ouvrait une nouvelle étape de l'histoire mésopotamienne. Babylone, bien que n'étant plus la capitale d'un empire indépendant, conserva son importance en tant que centre administratif, culturel et religieux au sein du vaste empire perse. Ses temples restèrent actifs, ses scribes continuèrent d'enregistrer les événements, et sa population conserva nombre de ses traditions. Cependant,
l'âme de l'ancien empire, cette aspiration à l'autodétermination mésopotamienne, s'était finalement dissoute. Et bien que la ville brillerait encore pendant des siècles sous d'autres régimes, le temps où Babylone dictait le cours de l'histoire était bel et bien révolu. Après la conquête de Babylone par Cyrus le Grand, la région de Mésopotamie entra dans une nouvelle ère sous la domination de l'Empire perse. Bien qu'elle ne fût plus le cœur d'un pouvoir autonome, son importance ne disparut pas pour autant. Au contraire, l'ancienne Babylone trouva une seconde vie en tant que province stratégique d'un empire s'étendant de la mer Égée jusqu'à l'Indus. Ce nouvel ordre ne cherchait pas à supprimer les cultures locales, mais à les intégrer dans une structure souple et efficace. Les Perses, en particulier les rois de la dynastie achéménide, surent tirer parti des talents des peuples conquis en Mésopotamie. Cela signifiait intégrer les sages babyloniens dans les rouages du gouvernement, compter sur leur expertise en administration, astronomie, ingénierie hydraulique et organisation agricole. Babylone resta un centre économique majeur, sa terre fertile une source constante de production agricole, et sa position stratégique favorisait le commerce avec des régions aussi lointaines que l'Égypte, l'Anatolie ou le sous-continent indien. Sur le plan religieux, les Achéménides adoptèrent une politique de respect et de continuité. Les temples mésopotamiens demeurèrent actifs, et les prêtres continuèrent leurs rituels. Les fêtes traditionnelles, comme l'Akitu, furent à nouveau célébrées avec le soutien impérial, une volonté délibérée de projeter une image de légitimité et de restauration. Les rois perses furent perçus comme les successeurs des anciens monarques, participant même symboliquement aux cérémonies locales pour renforcer leur lien avec le glorieux passé de la région. Mais le temps, lui, ne s'arrête jamais. Peu à peu, sous un vernis de continuité, des changements subtils commencèrent à s'enraciner. La langue administrative évolua progressivement de l'akkadien et du sumérien vers l'araméen, une langue sémitique plus accessible et plus largement parlée. L'écriture cunéiforme, qui avait dominé la région pendant plus de 3 millénaires, entama son lent mais inévitable déclin, se retrouvant de plus en plus confiné au contexte religieux et savant, jusqu'à disparaître complètement. Lorsque Alexandre le Grand vainquit le dernier roi perse, Darius III, en 331 avant notre ère, il entra triomphalement dans Babylone. Selon les chroniqueurs, il y fut accueilli avec enthousiasme par les habitants, qui espéraient voir leur cité renaître une fois encore. Alexandre manifesta un intérêt sincère pour l'héritage babylonien. Il visita les temples, consulta les prêtres, ordonna la restauration de monuments et projeta même de faire de la ville la capitale de son immense empire oriental. Mais ces projets furent brusquement interrompus. En 323 avant notre ère, dans le même palais de Nabuchodonosor, le jeune conquérant mourut subitement. Il n'avait que 32 ans. Sa mort laissa un vide de pouvoir qui déclencha un conflit complexe entre ses généraux, les Diadoques. Le contrôle de la Mésopotamie échut à l'un d'eux, Séleucos Ier, fondateur de l'Empire séleucide. Avec lui s'ouvrit une toute nouvelle phase dans l'histoire de la région, la période hellénistique. À la différence des Perses, les Grecs regardèrent Babylone avec un mélange de fascination et de supériorité. S'ils respectaient son ancienneté, ils promurent activement une hellénisation culturelle et politique. Ils fondèrent de nouvelles cités au plan urbain grec, rues en quadrillage, agora, théâtre, gymnase. La plus emblématique fut celle-ci du Tigre, située à environ 90 km au nord de Babylone. Elle attira rapidement commerçants, fonctionnaires et artisans, déplaçant ainsi le centre de gravité économique et administratif. Babylone, l'ancienne reine de l'Euphrate, entra alors dans un lent mais irréversible déclin. Elle ne disparut pourtant pas d'un seul coup. Ses temples restèrent ouverts, ses scribes continuèrent à copier les textes, et son influence, bien que diminuée, ne s'éteignit pas du jour au lendemain. Durant cette période de fusion culturelle, des phénomènes étonnants virent le jour. Des prêtres babyloniens rédigèrent des chroniques historiques en grec afin d'expliquer leur monde au nouveau souverain. Des divinités grecques furent assimilées aux dieux mésopotamiens, Zeus à Marduk, Apollon à Nabu, Artémis à Ishtar. Même les savoirs astronomiques babyloniens commencèrent à influencer les théories cosmologiques grecques, donnant naissance à un dialogue inédit entre l'Orient et l'Occident.
Cependant, le support matériel de cette tradition, l'écriture cunéiforme, continuait à décliner au fil des générations. De moins en moins de personnes savaient lire les anciens signes gravés dans l'argile. Ce savoir ancestral se retrouva confiné à des cercles toujours plus restreints, jusqu'à ce qu'environ au 1er siècle de notre ère, l'écriture disparaisse entièrement de l'usage quotidien. Avec elle s'éteignit la voix directe d'une civilisation qui, pendant des millénaires, avait consigné son histoire, ses lois, ses prières et sa poésie sur des tablettes d'argile. Mais le monde continuait de tourner. Après les Séleucides vinrent les Parthes, puis les Sassanides, et plus tard les musulmans. Chaque civilisation apporta sa propre vision, sa langue, sa religion. Pourtant, le sol sous leurs pieds était toujours celui de Sumer, d'Akkad, de Babylone. Et bien que les noms aient changé et que les dieux soient devenus d'autres, l'essence de la Mésopotamie, tel un courant souterrain, continuait à couler silencieusement. Sous la domination des Séleucides, puis des Parthes, la Mésopotamie connut une transformation progressive, tant sur le plan culturel que politique. Elle n'était plus le berceau du pouvoir impérial ni le centre des grandes innovations religieuses ou scientifiques, mais elle demeurait un territoire crucial, disputé et précieux. Sa géographie fertile, encadrée par les fleuves Tigre et Euphrate, restait une source essentielle de richesse agricole. Et ses villes, bien que déclinantes, conservaient une vie vibrante marquée par la diversité des peuples et des croyances. L'arrivée des Parthes, au IIe siècle avant notre ère, un peuple d'origine iranienne venu des steppes d'Asie centrale, apporta un changement dans la manière de gouverner. Contrairement aux Grecs, dont l'administration était plus centralisée et tournée vers l'hellénisation, les Parthes adoptèrent une stratégie plus décentralisée et tolérante. Ils permirent aux cités de conserver leur structure locale, aux temples de fonctionner avec une autonomie relative, et aux langues traditionnelles de coexister avec le grec et l'araméen, devenu la lingua franca de l'Asie occidentale. Pendant cette période, certains anciens centres mésopotamiens comme Uruk, Nippur ou Borsippa conservèrent une certaine vitalité, bien que désormais éclipsés par de nouvelles métropoles comme Séleucie du Tigre ou Ctésiphon, qui devint la capitale administrative et culturelle du nouveau pouvoir parthe. Dans ces villes flottait un air de mélange surprenant. Des temples dédiés aux divinités ancestrales coexistaient avec des marchés où se parlait une multitude de langues, grec, araméen, dialecte iranien et sémitique. La diversité religieuse devint une caractéristique fondamentale du paysage spirituel mésopotamien. Le zoroastrisme, promu par les souverains iraniens, coexistait avec les anciennes dévotions mésopotamiennes, les cultes hellénistiques, les religions à mystère d'Asie mineure et de nouvelles doctrines en pleine croissance silencieuse. Le judaïsme, par exemple, prospéra dans des villes comme Niardéa et Soura, où les communautés juives descendantes des exilés qui n'étaient pas retournés à Jérusalem développèrent de riches traditions intellectuelles, qui donneraient naissance des siècles plus tard au Talmud de Babylone, l'un des fondements majeurs de la pensée juive. C'est également à cette époque que commencèrent à émerger d'autres courants spirituels, comme le manichéisme, une religion dualiste née au cœur de ce carrefour culturel, prônant une lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. En parallèle, le christianisme oriental, notamment dans sa branche nestorienne, prit racine en Mésopotamie, y fondant églises, écoles théologiques et réseaux d'influence qui s'étendraient jusqu'en Inde et en Chine. Ce mosaïque religieux et culturel n'avait pas de précédent et conférait à la région une richesse spirituelle profonde, mais aussi fragile. L'écriture cunéiforme, symbole de l'ancienne Mésopotamie, avait alors pratiquement disparu. La dernière tablette datée avec précision remonte à l'an 75 après Jésus-Christ. À partir de là, les textes religieux, scientifiques et administratifs furent rédigés en araméen ou en grec. Bien que les anciens temples fonctionnaient encore, leur pouvoir et leur prestige s'étaient nettement affaiblis. La mémoire vivante de Sumé, d'Akkad, de Babylone s'estompait, emportant avec elle le lien direct avec ce passé glorieux. Mais la terre restait fertile, les canaux continuaient à irriguer les champs,
et la sagesse accumulée au fil des siècles influençait toujours les formes d'organisation, les systèmes comptables, les rituels, et même la manière d'observer le ciel. L'astronomie mésopotamienne, devenue entre-temps une science mathématique, fut l'une des rares traditions à survivre bien au-delà de la chute de ces civilisations originelles. Beaucoup des principes utilisés plus tard par les astronomes grecs, et même par les premiers savants islamiques, trouvent leur origine dans les observations faites depuis les ziggourats babyloniennes, des siècles voire des millénaires auparavant. C'est dans ce contexte de transformation permanente qu'arriva l'année 224 après Jésus-Christ, lorsque les Sassanides, une nouvelle dynastie perse, renversèrent le pouvoir parthe et établirent un empire plus centralisé, plus idéologique et plus agressif dans sa politique religieuse. Contrairement aux Parthes, les Sassanides promurent le zoroastrisme comme religion officielle, construisant des temples du feu et persécutant, à certaines époques, des communautés considérées comme hérétiques ou étrangères, telles que les chrétiens ou les manichéens. Pourtant, la Mésopotamie ne perdit pas son importance. Ctésiphon, la capitale sassanide située sur les rives du Tigre, devint l'une des plus grandes et splendides cités du monde antique. Son palais, avec son gigantesque arc de briques, le Takh Khasra, impressionnait autant par sa taille que par son ingéniosité architecturale. Cette ville, pleine de jardins, de bazars et de bibliothèques, concentrait non seulement le pouvoir administratif de l'Empire, mais aussi une vie intellectuelle et artistique remarquable. À la périphérie de cette splendeur, pourtant, les derniers vestiges du monde mésopotamien ancien s'effaçaient peu à peu. Les prêtres des anciens temples étaient devenus des figures marginales, leurs pratiques de plus en plus archaïques, leur savoir transmis dans un cercle toujours plus réduit et isolé. À chaque génération, une part du passé se perdait irrémédiablement. Et pourtant, comme un écho persistant, l'héritage de la Mésopotamie restait présent dans les canaux qui irriguaient les terres, dans les tracés des villes, dans la manière de mesurer le temps, dans les étoiles observées depuis le sommet d'une tour. Même si plus personne n'écrivait en cunéiforme, même si les noms d'Enlil ou d'Attar n'étaient plus invoqués, l'esprit de cette civilisation demeurait latent, comme un courant souterrain, qui coule en silence sous les strates du temps. À mesure que l'Empire sassanide consolidait son pouvoir dans la région, le paysage culturel et politique de la Mésopotamie devenait de plus en plus complexe. La région vivait dans une tension constante entre son glorieux passé et les exigences d'un présent dominé par de nouvelles structures de pouvoir. L'ancienne Babylone, autrefois cœur vibrant de la civilisation humaine, n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Ses rues, jadis envahies de pèlerins, de marchands et de sages, étaient désormais silencieuses, ses temples partiellement en ruine, ses jardins dévorés par le temps. Mais tout n'était pas déclin. Dans l'ombre des ruines, de nouveaux savoirs fleurissaient. La Mésopotamie n'était plus le centre d'un empire, mais elle était devenue un lieu de confluence des savoirs anciens, un terrain fertile pour les religions du livre, les sciences célestes et les doctrines philosophiques venues d'Orient et d'Occident. Les zoroastriens bâtissaient des temples du feu, les chrétiens, de modestes églises où l'on débattait d'idées qui atteindraient le cœur de l'Asie. Les Juifs approfondissaient l'étude de la Torah et développaient, dans des académies rabbiniques comme celle de Soura et de Pumbedita, l'un des textes les plus influents de la pensée religieuse universelle, le Talmud de Babylone. Ce climat, en apparence fragmenté, abritait une effervescence intellectuelle comparable à celle des époques les plus fastes. Les écoles juives débattaient avec ferveur de la loi, de la morale et du destin du peuple d'Israël. Les sages chrétiens, influencés par l'héritage hellénistique et la pensée perse, réfléchissaient à la nature du Christ, à la création et au salut. Les disciples de Mani, prophètes du dualisme, tissaient une vision du monde fondée sur la lutte entre la lumière et les ténèbres, une vision qui influencerait même les doctrines gnostiques et certaines traditions mystiques futures. Dans les grandes cités, la population vivait entre des ruines millénaires et de nouvelles constructions en briques crues et en pierre. Ctésiphon, avec son arc monumental et ses salons impériaux, s'érigeait comme le symbole de la majesté sassanide. Mais dans ces ruelles, on parlait l'araméen, le grec, le perse, et même d'anciens dialectes sémitiques,
conservant des expressions issues de temps immémoriaux. Cette ville, voisine des ruines de Séleucie, était une mosaïque de temps et de culture, un lieu où les échos de Hammurabi se mêlaient aux décrets des rois sassanides. Dans les campagnes, les pratiques agricoles dépendaient toujours des anciens systèmes d'irrigation inventés des millénaires plus tôt. Les paysans cultivaient le blé, l'orge, les dattes et le lin, en utilisant des canaux construits à l'époque sumérienne, à peine entretenus depuis. Les outils, bien que perfectionnés, conservaient des formes héritées. Les saisons étaient encore marquées par l'observation des astres, dont les trajectoires continuaient d'être interprétées par les descendants des anciens prêtres astronomes. Malgré tous les changements, la Terre parlait encore la langue de ses ancêtres. Avec le temps, cette région vibrante, complexe mais politiquement vulnérable, se retrouva prise entre les empires. La frontière entre le monde romain et le monde perse passait par ces terres, et à chaque guerre ou révolte, les peuples mésopotamiens devenaient témoins, et bien souvent victimes, de la violence, des pillages et des déplacements. Les villes étaient fortifiées, les temples reconstruits ou détruits, encore et encore, et les populations, sans cesse, devaient se réinventer pour survivre. C'est au cœur de cette transformation continue que lieu l'un des événements les plus décisifs pour le destin de la Mésopotamie, l'arrivée de l'islam. Au début du 7e siècle, le prophète Mahomet avait uni les tribus arabes sous une nouvelle foi monothéiste. À sa mort en l'an 632, les califes qui lui succédèrent lancèrent une série de campagnes militaires qui allaient bouleverser l'histoire du monde. En 636, l'armée musulmane dirigée par Saad ibn Abi Waqqas vainquit de manière décisive les Sassanides lors de la bataille d'Al-Qadisiyah. Cette victoire ouvrit les portes de la Mésopotamie à une nouvelle puissance émergente. Les cités tombèrent les unes après les autres, et en 637, Ctésiphon, joyau de l'empire sassanide, fut prise par les Arabes. Ce fut la fin d'une époque, mais aussi le commencement d'une autre. Dans ce nouveau monde islamique, la Mésopotamie, désormais appelée à l'Irak, un nom dérivé du persan faisant référence aux terres basses, ne fut pas reléguée à l'arrière-plan. Bien au contraire, elle devint rapidement un centre névralgique de ce nouvel empire. En 762 fut fondée la ville de Bagdad, à quelques kilomètres seulement des ruines de Ctésiphon et de Babylone. Destinée à devenir la capitale du califat abbasside, cette cité fut conçue avec une ambition rappelant les gloires antiques, un cercle parfait entouré de murailles, orné de jardins, de palais et de bibliothèques. Bagdad se transforma en cœur vibrant du monde islamique, attirant savants, poètes, médecins, astronomes et philosophes venus de tous les horizons du monde connu. La Maison de la Sagesse, une institution à la fois académie, bibliothèque et centre de traduction, redonna vie à des textes anciens venus de Grèce, de Perse et de l'Inde. Parmi eux, bien sûr, figuraient les héritages mésopotamiens, traités d'astronomie, de mathématiques et de médecine ayant traversé les siècles. Ainsi, de façon presque paradoxale, le savoir de l'ancienne Mésopotamie retrouva une nouvelle vie sous l'étendard de l'islam, non comme un simple souvenir du passé, mais comme une base vivante sur laquelle se construisait un nouvel ordre. Les idées nées au bord du Tigre et de l'Euphrate recommencèrent à couler, transformées dans les veines d'une civilisation qui s'étendait de la péninsule arabique jusqu'aux confins du monde. La fondation de Bagdad ne fut pas un simple geste stratégique ou politique. Elle fut à bien des égards l'expression tangible d'une ambition civilisationnelle, celle de bâtir un centre de savoir, de commerce et de pouvoir, capable de rivaliser avec les grandes cités de l'Antiquité. Et elle y parvint. Sur les rives du Tigre, la ville devint un véritable foyer d'idées, un point de rencontre entre des cultures aux langues différentes, mais animées par une même soif de savoir. Au 8 et 9 siècles, Bagdad s'épanouit en tant qu'épicentre du savoir dans le monde islamique. Dans ses rues et ses madrasas, mathématiques et astronomie furent développées avec une rigueur et une profondeur sans précédent. L'héritage mésopotamien, si présent dans la précision astronomique,
et le désir de classifier le savoir vivait encore à travers les méthodes et la curiosité de ces nouveaux savants. Le système sexagésimal des anciens Sumériens, par exemple, était toujours utilisé dans les calculs astronomiques et la mesure du temps. Les cartes célestes dessinées par les Babyloniens servaient de base à de nouvelles observations stellaires. La traduction des textes anciens, tâche fondamentale de la Maison de la Sagesse, ne visait pas seulement à préserver le passé, elle était une forme de dialogue avec lui. Des œuvres de médecine, de philosophie, de géométrie et d'alchimie furent récupérées, traduites en arabe et enrichies par des commentaires et des expérimentations. Ce que les peuples de l'ancienne Mésopotamie avaient commencé des siècles auparavant se mêlait désormais aux idées d'Aristote, de Galien, d'Hippocrate et d'autres penseurs gréco-romains. De cette fusion naquit un corpus de savoir qui influencerait profondément l'Europe à l'époque de la Renaissance. Mais la gloire de Bagdad, comme celle d'Uruk de Babylone ou de Ninive avant elle, ne fut pas éternelle. Au fil des siècles, la ville connut siège, pillage et période de déclin. Pourtant, même dans ces heures les plus sombres, la mémoire de la Mésopotamie antique persistait. Les savants musulmans savaient qu'ils marchaient sur une terre plurimillénaire. Certains textes arabes évoquaient Babylone comme une cité antique rivalisant avec l'Égypte. Les légendes de rois anciens, de tours touchant le ciel et de jardins suspendus nourrissaient l'imaginaire populaire. Pendant ce temps, en marge des récits officiels, de petites communautés continuaient de transmettre des fragments d'un passé encore plus lointain. Des prêtres chrétiens d'Orient conservaient des copies de textes syriaques évoquant une sagesse ancestrale. Les Juifs babyloniens, organisés autour d'académies et de synagogues, débattaient de lois, d'histoires et de visions apocalyptiques se déroulant sur les plaines de Shinar, là où avait autrefois fleuri leur exil. Même certains paysans, loin du tumulte des cités, continuaient à cultiver la terre selon des techniques transmises de génération en génération, sans savoir que leur geste était l'écho silencieux d'une civilisation pionnière. Dans les siècles qui suivirent, la région connue aujourd'hui sous le nom d'Irak fut le théâtre de transformations innombrables: invasions mongoles, lutte interne, domination ottomane, puis intervention coloniale. Chaque nouveau cycle de conquête laissait son empreinte sur la terre, enfouissant des couches d'histoire sous les ruines de celles qui suivaient. Mais la Mésopotamie, dans son essence, ne disparut jamais complètement. Sous la surface dormaient des tablettes d'argile, les murs des temples, les sculptures érodées par le temps, attendant d'être redécouvertes. Et cette redécouverte eut lieu à partir du XIXe siècle. Des archéologues européens commencèrent à fouiller les anciens tels, ces collines artificielles qui se dressaient sur les plaines irakiennes. Armés de pelles, de pinceaux et d'une grande curiosité, ils mirent au jour un monde oublié. À Ur, à Kish, à Lagash, à Babylone, sous chaque strate de terre et de débris, émergeait une histoire à la fois nouvelle et très ancienne. Les tablettes cunéiformes se comptaient par milliers, et avec elles, les voix des anciens Mésopotamiens racontaient commerce, rituels, litiges, chants aux dieux, hymnes, recettes médicales et observations astronomiques. Ce processus de récupération fut lent et complexe. Il fallut non seulement traduire des signes, mais aussi reconstruire des mondes, comprendre que derrière ces coins gravés dans l'argile existait une vision entière de la vie, une cosmovision aussi riche que la nôtre. C'est alors que le monde moderne comprit que la Mésopotamie n'avait pas été un simple coin du passé, mais l'une des véritables berceaux de la civilisation, une matrice d'idées, de technologies et de symboles qui avaient voyagé à travers le temps muté, s'adaptant et qui aujourd'hui encore font partie de notre présent le plus quotidien. La redécouverte de la Mésopotamie en temps moderne transforma non seulement le domaine de l'archéologie, mais aussi les fondements même de l'histoire occidentale. Jusqu'alors, de nombreux récits sur l'origine de la civilisation s'étaient concentrés exclusivement sur l'Égypte, la Grèce ou Rome. Pourtant, les fouilles dans les plaines entre le Tigre et l'Euphrate révélèrent quelque chose de révolutionnaire. Avant les pyramides, avant Athènes, existaient déjà des cités organisées, des temples colossaux, des systèmes juridiques et des formes complexes d'écriture à Sumer et à Akkad. L'émotion des premiers archéologues britanniques et français à la découverte de chaque tablette, chaque mur en adobe, chaque sceau cylindrique, était comparable à celle d'ouvrir un coffre scellé depuis des millénaires. Et ce n'était pas seulement de l'émotion,
c'était aussi de la perplexité. Comment une civilisation si avancée avait-elle pu être oubliée si longtemps? Comment avait-on pu effacer de la mémoire collective l'existence de royaumes entiers comme celui d'Akkad ou d'Uruk, qui avait prospéré 1000 ans avant la fondation de Rome? Le déchiffrement de l'écriture cunéiforme fut l'une des grandes épopées intellectuelles du XIXe siècle. Grâce à des comparaisons entre inscriptions en plusieurs langues, notamment celle célèbre de Behistun, les linguistes ouvrirent peu à peu la voie à la compréhension de cette ancienne écriture. Et ce qu'ils découvrirent dans ces textes dépassa toutes les attentes, des épopées comme celle de Gilgamesh, des codes de loi comme celui d'Hammurabi, des traités médicaux, des catalogues d'étoiles, des hymnes religieux, jusqu'à des exercices scolaires écrits par de jeunes apprentis scribes. Chaque tablette était un fragment de mémoire. Certaines étaient brisées, d'autres incomplètes. Beaucoup paraissaient monotones selon les critères modernes, mais toutes contenaient un écho de la pensée humaine la plus ancienne. Il ne s'agissait pas simplement de sauver faits, date ou non, mais de retrouver l'expérience humaine dans ses formes les plus originales, de réécouter les voix de ceux qui avaient vécu il y a plus de 5000 ans. Le plus surprenant était que beaucoup de ces voix sonnaient étrangement familières, le désir d'éternité de Gilgamesh, l'angoisse face à la maladie, la soif de justice dans les proverbes sumériens, l'émerveillement devant les étoiles, autant de sentiments universels et reconnaissables. Dans un monde où tant a changé, l'archéologie mésopotamienne nous offrait un miroir pour y voir refléter nos propres questions fondamentales. Parallèlement aux découvertes archéologiques, les musées du monde se remplirent d'artefacts mésopotamiens, les taureaux ailés de Ninive, les statues de Gudea, les tablettes avec cartes célestes ou registres comptables occupèrent bientôt des vitrines à Londres, Paris, Berlin et New York. La fascination pour la Mésopotamie grandit rapidement, tant dans le monde académique que dans l'imaginaire populaire. Babylone devint un symbole de pouvoir et de mystère. Ur, un synonyme d'origine. Gilgamesh, l'archétype du héros tragique en quête de sens. Pourtant, cet intérêt mondial pour la Mésopotamie ne fut pas exempt de controverses. Beaucoup de pièces furent extraites sans le consentement des autorités locales, emportées à l'étranger durant des périodes de domination coloniale. Aujourd'hui, les discussions sur la restitution du patrimoine archéologique mésopotamien sont plus vives que jamais. La question n'est pas seulement légale ou muséale, c'est aussi une interrogation éthique. À qui appartient le passé? Et comment garantir que les peuples dont les racines reposent sous ces terres puissent à leur tour se réapproprier leur histoire? Pendant ce temps, en Irak, l'héritage mésopotamien fait face à de multiples menaces contemporaines. Guerre, pillage et instabilité mettent en danger de nombreux sites archéologiques. Dans certains cas, d'anciens temples furent détruits. Dans d'autres, des tablettes précieuses disparurent dans le marché noir. Mais malgré ces pertes, la mémoire de la Mésopotamie reste vivante, autant dans la communauté scientifique que dans le cœur de ceux qui voient en cette terre non seulement un espace géographique, mais aussi un berceau de l'humanité. Car, au fond, l'histoire de la Mésopotamie n'est pas une histoire morte, c'est un courant qui continue de couler sous la surface. Dans chaque ville moderne bâtie sur ses ruines, dans chaque mot que nous prononçons sans connaître son origine, dans chaque idée sur la loi, l'écriture, le calendrier ou la justice, il y a un fragment de cette civilisation qui bat encore. Dans un monde en perpétuel changement, se souvenir des commencements n'est pas un exercice de nostalgie, mais une manière de renouer avec ce qui fait de nous des humains. L'histoire de la Mésopotamie ne s'est pas achevée par une catastrophe ni par un dernier acte glorieux ou funeste. Elle s'est évanouie comme s'évanouissent les choses qui ont accompli leur destinée, lentement, imperceptiblement, se fondant dans leur environnement, se transformant en autre chose. Une langue a cessé d'être parlée, une écriture a cessé d'être tracée, un temple a cessé d'allumer ses feux, et pourtant rien de tout cela ne fut vraiment une fin. Car ce qui naquit là-bas ne dépendait pas seulement de ses villes, ni de ses rois, ni même de ses dieux. Ce qui naquit là-bas fut une manière de penser le monde, une structure invisible transmise de génération en génération, parfois intacte, parfois déformée, mais toujours vivante. Dans chaque civilisation qui suivit, qui chercha à organiser le temps, à expliquer les cieux,
à rédiger des lois ou à écrire de la poésie, se trouvait un fragment de la Mésopotamie, même si personne ne le savait. Les échos de Gilgamesh résonnent encore dans nos mythes modernes. Les formes de la justice babylonienne se reflètent dans nos notions légales. Les tracés qui marquaient jadis l'argile vivent encore, non plus sur des tablettes mais dans les signes avec lesquels nous écrivons aujourd'hui nos histoires. Et comme une rivière qui ne cesse jamais, même si son cours change, l'héritage de cette civilisation coule en silence, non pas comme un empire ni comme un peuple, mais comme un courant souterrain qui nourrit nos racines. Et c'est peut-être là ce qu'il y a de plus proche de l'immortalité qu'une culture puisse atteindre.